20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Et notre invité ce soir est Xavier Breton, député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. Alors Xavier Breton devrait arriver très rapidement. Il a été retenu à l'Assemblée nationale puisqu'il est député Les Républicains. Son GPS indique qu'il arrive dans 5 minutes, donc il devrait arriver. Au programme, on se demande si le déconfinement va bien avoir lieu mardi prochain. Emmanuel Macron avait fixé une condition, passer sous la barre des 5000 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Problème, le niveau actuel de contamination est bien supérieur et ne baissera pas avant le 15 décembre. On fait le point sur les conditions sanitaires pour les vacances, mais aussi sur la crise économique engendrée dans 20h l'invité. Emmanuel Macron a pour la première fois prononcé les termes de violence policière. C'était vendredi, lors de son interview avec Brut. Ce week-end, les manifestations contre la loi sécurité globale ont dégénéré. 67 membres des forces de l'ordre ont notamment été blessés. Alors, que faire pour rétablir la confiance avec la population et stopper ces violences réciproques ? On verra ça justement avant d'évoquer la Convention citoyenne pour le climat. Le gouvernement est en train de dévoiler en ce moment même à ses participants le projet de loi issu des 147 propositions retenues. Alors n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Vous pouvez poser vos questions à Xavier Breton. Pour ça, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Xavier Breton. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Alors comme je vous le disais, Xavier Breton devrait arriver d'une minute à l'autre. Il est parti il y a peu de l'Assemblée nationale où il était retenu. Il devrait arriver. En attendant, on va tout de même commencer un peu cette émission avant d'en apprendre un peu plus donc sur notre invité Xavier Breton et sur son parcours. C'est le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ qui revient sur une actualité chaude de ce mardi 8 décembre. Et ce mot, ces mots même, ce sont Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire des écoutes de Paul Bismuth, l'ancien président de la République est jugé pour corruption active et trafic d'influence. Il est accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec le magistrat Gilbert Azibert pour obtenir des informations sur une procédure judiciaire le concernant. Alors on rappelle qu'évidemment, ce n'est pour le moment qu'une réquisition et que Nicolas Sarkozy n'est pas condamné. Il est encore jugé en ce moment même. Comme je vous le disais, donc, on attend Xavier Breton qui devrait arriver d'ici 1 minute. Voilà, il est parti il y a peu de l'Assemblée nationale où il était retenu, mais il va arriver. Et Bastien Couchet, vous deviez faire donc son portrait avec lui. Xavier Breton est né notamment dans un petit village vosgien et rejoint Paris et son institut d'études politiques par la suite pour ses études. Donc. Effectivement, vu qu'on attend donc notre invité Xavier Breton, on va revenir un petit peu sur son parcours et où il en est venu à faire de la politique et à devenir donc député de cette première circonscription de l'Ain. Donc comme vous l'avez dit, il est né dans un petit village des Vosges et il a vite rejoint Paris après ses études primaires et secondaires pour intégrer l'Institut d'études politiques de Paris, donc Sciences Po Paris. Voilà, donc peut-être une nécessité pour lui de monter à la capitale pour embrasser une carrière politique très tôt. En tout cas, une fois son diplôme en poche, il commence sa carrière en voyageant beaucoup. On aurait pu penser qu'il revienne tout de suite dans son fief. Eh bien non, il va d'abord aller en Bretagne, à Saint-Malo, à la mairie, et également dans le Yonne. Et puis après, il s'installera dans l'Ain après avoir connu une expérience en conseil général, donc maintenant qui est devenu le conseil départemental. Et alors justement, grâce à ces expériences, il a connu donc le fonctionnement d'une mairie, d'un conseil départemental. Il travaille aussi en qualité de fonctionnaire territorial. Beaucoup donc de fonctions qui ont fait qu'il l'ont mené sûrement aussi à ce poste de député. Et qui en fait il a appris un petit peu au fil de ses postes et de ses fonctions un petit peu tous les rouages, toutes les étapes dans la vie territoriale et dans le fonctionnement de l'administration. Grâce à cela, en 2001, il va connaître son premier mandat d'élu parce que pour l'instant il n'est seulement que fonctionnaire
fonctionnaire territorial, donc il n'est pas élu, il travaille pour l'État. Et bien en 2001, il va devenir premier adjoint à la mairie de Bourg-en-Bresse, donc Bourg-en-Bresse qui est le chef-lieu de l'Ain, on le rappelle, et il a alors 39 ans, donc 39 ans, c'est tout de même pour beaucoup d'invités qu'on peut recevoir ici. Assez jeune. Assez jeune, mais en même temps assez tard pour se présenter tout de même à une première élection. Il devient par contre dès son premier mandat premier adjoint, donc qui est une fonction extrêmement importante dans une mairie. Xavier Breton, il est aussi passionné de sport, il faut le dire. Si vous allez sur ses réseaux sociaux, il est toujours en train de retweeter ou d'encourager ses équipes, les équipes locales. Et il est actionnaire notamment du club de rugby de Bourg-en-Bresse à hauteur d'une part pour une valeur de 1 000 €. C'est vrai, 1 000 €, voilà, une part dans le club de rugby de Bourg-en-Bresse. On peut le noter, c'est assez rare de voir des politiques qui sont vraiment engagés notamment localement. Dans la vie politique locale. Voilà, politique et plus sportive là pour le coup. Voilà, si vous voulez un peu vous amuser, vous pouvez vérifier tout ça sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut savoir qu'il est actionnaire de ce club. Et puis dans son parcours, il devient également vice-président de la communauté d'agglomération du chef-lieu de l'Ain. Bourg-en-Bresse donc. Exactement, donc dans la continuité de son ancrage local. Et en 2017, il décide notamment d'être candidat aux élections parlementaires. Alors oui, en 2007, 6 ans, donc après avoir été premier adjoint, avoir commencé d'être premier adjoint à Bourg-en-Bresse, on peut peut-être imaginer l'envie de découvrir un nouvel échelon. Ça faisait depuis maintenant plusieurs années qu'il était au niveau de la mairie, également au niveau départemental, de la communauté d'agglomération, donc des postes très importants, mais toujours un ancrage très local. Alors là, sans doute, s'est-il dit que c'était le bon moment pour représenter ce département qu'il aime tant et auquel il est si attaché visiblement, pour donc le représenter à l'Assemblée nationale. Donc en 2007, il devient député de cette première circonscription. Et il est depuis réélu. Il a été réélu 2 fois. C'est actuellement son 3e mandat. Il a commencé en 2017. Ça fait donc maintenant 13 ans. Xavier Breton vient d'arriver. On le laisse s'installer quand même tranquillement. Il vient d'arriver de l'Assemblée nationale. Xavier Breton, donc bonsoir. Bonsoir et vraiment toutes mes excuses à vous-même et puis à vos auditeurs. J'étais à une réunion que je concluais. Et je ne pouvais pas m'échapper, donc vraiment 1000 excuses. On le comprend bien. Xavier Breton, donc vous êtes député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. Reprenez votre souffle, il n'y a pas de souci. On remontait un peu le temps avec votre parcours avec Bastien Cochet. Et donc on disait qu'en 2017, vous aviez été pour la première fois élu donc député de cette première circonscription de l'Ain. Vous en êtes aujourd'hui à votre 3e mandat, Bastien Cochet. Quelle est la suite pour le parcours de monsieur Xavier Breton ? Bonsoir Xavier Breton. Bonsoir. Donc nous avons un petit peu fait ensemble le film de votre vie jusqu'ici. On a parlé de vos mandats précédents au niveau local. En 2007, donc vous vous lancez dans la course aux élections parlementaires. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin ? C'était le sentiment de passer à une étape supérieure, de représenter votre département dans l'hémicycle ? Ça a été en fait un peu un concours de circonstances. J'étais à l'époque premier adjoint à la ville de Bourg-en-Bresse et c'était le maire qui était député. À l'époque, on pouvait cumuler député-maire et donc il devait normalement se représenter en 2007. Il avait été élu une première fois en 2002. Il devait se représenter en 2007 et là, il est tombé malade et il n'a pas pu se représenter et il a souhaité que je sois candidat. Donc j'ai eu un moment de réflexion parce que c'est effectivement un engagement important en termes de vie politique, mais également de vie personnelle, de vie familiale, etc. En tout cas, vous avez passé le pas et maintenant c'est déjà votre 3e mandat. Oui. Sur votre site internet, vous vous présentez un petit peu comme un député modèle, 42e sur 577 en termes de semaines d'activité, plutôt bon élève en termes d'intervention dans l'hémicycle. Mais comment est-ce que vous expliquez le manque de présence de certains de vos collègues ? Non, il faut pas. Il n'y a pas d'un côté les bons et puis les mauvais élèves. Je crois que chacun vit son mandat à sa manière. Moi, je sais que Mais il y a quand même des limites. Enfin, on peut se demander quand vous avez fait, par exemple, 324, des longues interventions dans l'hémicycle. Oui. 324, c'est quand même assez gros, assez énorme depuis le début de l'année. Parmi vos collègues, 7 députés LR dans l'hémicycle en ont fait 0 au cours d'un an.
Écoutez, il faut voir la statistique sur 577. Il y a toujours ceux qui vont être largement. Il y en a qui sont à plus de 1000 interventions parce qu'ils sont rapporteurs généraux du budget, ou etc. des chefs de groupe. Et puis, moi, dans les chiffres que vous indiquez, c'est parce que je me suis investi sur certains textes. Je pense par exemple aux révisions des lois de bioéthique, etc., qui font que j'ai beaucoup d'interventions. Et puis d'autres collègues peuvent peut-être avoir une année où ils vont faire un travail de terrain particulier, revenir dans la circonscription. Et puis voilà, être moins. Bon, et puis après, il y a toujours les 2% de surdoués, et puis les 2% de cancres, entre guillemets, comme dans tout groupe. Hein. Et là-dessus, il faut bien voir qu'une assemblée, comme l'Assemblée nationale, c'est quelque chose de très humain. On est avec nos qualités, nos défauts, etc. Donc voilà, ça reflète aussi un petit peu notre société. Merci Xavier Breton. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h21 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, vous êtes bien dans 20h l'invité et nous sommes donc avec Xavier Breton, député Les Républicains. N'hésitez pas à poser vos questions à Xavier Breton sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook et Twitter, notamment avec le hashtag Fréquence ESJ. On récupère vos questions et Xavier Breton, on vous les pose en fin d'émission. Les personnes âgées ont payé les plus lourdes conséquences du coronavirus en matière de santé. Les jeunes vont subir l'essentiel de ces retombées économiques. C'est ce qu'a déclaré Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités. La pauvreté explose en France et les plus précaires demandent des solutions. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Xavier Breton, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on fait vraiment tout ce qui est possible pour sauver la jeunesse ? On pourrait dire qu'on n'en fait jamais assez. C'est effectivement une réponse. Mais d'un autre côté, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des réactions par rapport à la crise qui sont des fois faites à partir d'un critère et qui ne prend pas assez en compte effectivement l'aspect de la jeunesse. Et ce critère, c'est notamment cette espèce de gros étranglement que nous avons avec les lits en réanimation. Et on voit bien que tout le reste, toute l'organisation de la société, mais également économique, etc., est fait à partir de là, en disant... Justement, Xavier Breton, sur cet aspect économique, jusqu'à présent, selon beaucoup d'associations, ce que fait le gouvernement, c'est très peu. Le gouvernement promet une aide de 150 € à environ 400 000 jeunes bénéficiaires des APL et boursiers, mais lorsqu'on connaît le salaire moyen des étudiants, c'est extrêmement peu. Non, mais c'est sûr que par rapport aux jeunes, je vois, moi j'ai des enfants qui sont étudiants, d'autres qui sont en début de vie professionnelle, d'arriver dans un parcours avec cette crise sanitaire et cette crise économique, voilà. Mais d'un autre côté, la réponse, elle ne peut pas être uniquement sur les jeunes. Il faut l'entendre aussi et le comprendre. Pourtant, selon les dernières statistiques, environ la moitié des pauvres en France sont des moins de 30 ans. Donc si on gère le problème de pauvreté des plus jeunes, on pourrait régler une grande partie du problème de pauvreté en France. Je vais vous dire, moi j'ai pu avoir une rencontre avec notamment le Secours catholique dans mon département qui est impressionné par l'émergence, entre guillemets, des jeunes familles parmi les pauvres. Ils avaient auparavant des personnes isolées, des personnes âgées, qui avaient perdu travail, logement et des problèmes de santé, etc. Mais là, actuellement, il y a des phénomènes de pauvreté avec les jeunes familles. Et ça, c'est des phénomènes, il faut le dire très franchement, que nous sommes en train de découvrir par justement le travail de terrain qu'on peut faire, et il faut apporter les réponses. Donc encore une fois, ce serait facile, hein, moi, n'étant pas dans la majorité, je pourrais montrer du doigt en disant le gouvernement, il en fait pas. Et justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, Xavier Breton, pour sauver donc cette jeunesse et cette nouvelle France qui se découvre une nouvelle pauvreté accrue? On a 10 millions de Français qui vont passer sous la barre du seuil de pauvreté en France en 2020. Il y a à la fois des réponses à court terme qui sont bien sûr tous les mécanismes de solidarité qui existent au niveau local et qui sont actionnés. Et puis il y a des questions qui doivent nous amener à regarder un peu plus loin. Et il y a une question sur laquelle je m'interroge, moi, c'est l'idée d'un revenu universel, qui est une idée qui a été partagée par des économistes il y a quelques années. À l'époque de la présidentielle, c'était Benoît Hamon qui la portait. Aujourd'hui, elle est reprise. Il y a des personnes comme Christine Boutin, par exemple, qui portent aussi cette idée, et qui serait l'idée de dire, est-ce que finalement, on ne devrait pas avoir une logique d'avoir ce revenu
minimum que la société devrait à chaque personne, et ensuite ce qui lui servirait vraiment d'amortisseur d'une certaine manière. Xavier Breton, quand vous parlez d'un revenu universel que vous proposez, le revenu universel c'est plutôt une mesure de gauche historiquement. Vous êtes chez les Républicains, est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Est-ce que vous êtes vraiment le seul chez les Républicains à défendre un tel projet? Non, alors que ce soit clair, je suis en train de m'interroger, simplement parce que je pense qu'il faut effectivement, face aux situations économiques et sociales, on ne peut pas rester avec des recettes qui ne marchent pas, qui mettent de côté de plus en plus de personnes en dehors du système économique. Donc, interrogeons-nous là-dessus. Pour moi, on a une réflexion actuellement dans un groupe de travail de la lutte contre les pauvretés à l'intérieur des Républicains. C'est une des questions, moi, que j'ai mis sur le tapis. Merci Xavier Breton. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous y retrouverez toutes les émissions en vidéo de 20h l'invité, mais aussi des reportages et des interviews exclusives. On revient sur cette épidémie de Covid-19, mais cette fois-ci du côté sanitaire, Xavier Breton. J-15 avant le réveillon de Noël et par extension avant de nombreux rassemblements familiaux dans toute la France. Pourtant, hier soir, on comptait encore plus de 11 000 contaminations par jour, bien loin de l'objectif des 5 000 cas fixés pour le 15 décembre. On fait le point sur la situation sanitaire avec Bastien Cochet. Xavier Breton, cet objectif des 5000, il est réalisable selon vous ? Aujourd'hui, on voit qu'il est en train de s'éloigner, mais le problème, c'est qu'on a des chiffres qu'on agite comme ça, sans savoir exactement ce à quoi ça correspond. La question des cas... Pourquoi selon vous, on ne sait pas à quoi ça correspond ? Ça dépend aussi des tests. Si vous multipliez les tests, c'est sûr que vous allez avoir aussi plus de monde. Donc, je suis étonné, moi, de la manière dont on gère cette crise avec des chiffres qu'on... Donc pour vous, il n'y a pas de raison de s'affoler, c'est simplement vu qu'on augmente les tests, eh bien, il y a plus de positifs ? Non, je dis simplement que je ne sacralise pas un chiffre comme l'a fait, c'est pas parce que le président de la République a dit 5000 que tout d'un coup il faut qu'on en tire telle ou telle conclusion de manière hâtive. C'est simplement ça. On a quand même un problème de confiance dans ce qui se dit en matière scientifique sur la gestion de cette crise. Et donc le problème, c'est que on entend des chiffres, d'autres qui sont contredits, etc. Bon, à partir de là, les gens n'ont plus la confiance, et on le voit bien dans les réponses qui sont faites à cette crise sanitaire. Que la barre des 5000 soit pas atteinte, très bien, si pour vous la limite n'est pas justifiée, mais si les contaminations revenaient à augmenter, là, est-ce qu'il faudrait selon vous prendre des mesures nécessaires ? Reconfinement serait désastreux d'un point de vue économique, il faut être très clair. On voit bien qu'on a une gestion de la crise sanitaire qui se fait uniquement en réaction et en subissant les choses. Voilà. Il n'y a aucune ligne stratégique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire selon vous ? Je ne dis pas que c'est facile, que ce soit bien clair. Mais ce qui est insupportable, c'est d'entendre dire le gouvernement en disant on a bien géré les choses. Ce n'est pas vrai. Regardez la situation sanitaire dans laquelle on est par rapport à un pays comme l'Allemagne, par exemple, et regardez la situation économique et sociale dans laquelle on est avec d'autres pays. Donc on ne peut pas fanfaronner. Simplement, c'est effectivement de dire est-ce qu'on est prêt à accepter une part de risque dans le fonctionnement de notre société ? Surtout pour Noël. À Noël, on sait qu'il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de contaminations, beaucoup de rendez-vous intergénérationnels. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle ? Je pense que la vie, c'est pas simplement la vie biologique. La vie, elle est aussi faite de vie sociale, de vie familiale, et qu'il faut responsabiliser, et que les gens sont suffisamment aptes à savoir comment organiser des gestes barrières, à savoir expliquer aux générations différentes qu'elles ne peuvent pas se mélanger. Et qu'il faut jouer sur la responsabilité. Si on joue constamment sur la contrainte, sur la déresponsabilisation, etc., il y aura le goût d'enfreindre l'interdit, etc., qui va être pire que tout pour moi. Donc, personnellement, comment est-ce que vous les passerez, vous, ces fêtes de Noël ? Moi, nous avons prévu de les faire en famille avec nos enfants et en n'étant pas avec les générations des grands-parents. Donc loin de ces générations. Donc vous avez retweeté un tweet d'un journaliste du Figaro qui dit: on coupe la bûche en deux et papy et mamie mangent dans la cuisine. Monsieur le professeur est trop bon, alors allons jusqu'au bout. Pourquoi ne pas les laisser en dehors dans le froid en leur lançant de leur bout de bûche par la fenêtre? Un tweet qui donc fustigeait les préconisations du professeur Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous êtes donc d'accord avec ce journaliste du Figaro? Oui, je suis d'accord, parce que de parler comme ça en disant
de parler de papy et mamie en disant on peut les faire manger à la cuisine, mais quelle vision il a de la société? C'est-à-dire, soit ils viennent partager Noël et puis on le fait ensemble, soit on a une geste barrière. Si c'est selon un médecin, la seule manière de pouvoir concilier et se retrouver pour Noël et en même temps ne pas mettre en danger chacun. Vous le comprenez ça? Non, moi je ne pense pas qu'un médecin soit apte à donner des consignes de fonctionnement à l'intérieur d'une famille. Je pense qu'il peut dire faites attention, organisez-vous ensuite comme vous voulez. Mais même l'expression était vraiment si un médecin n'est pas le mieux, si un médecin n'est pas mieux placé pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire le plus possible les contaminations, qui peut l'être? Un médecin tout seul peut-être, mais le problème c'est que dès que vous avez deux médecins, ils sont plus d'accord entre eux. C'est ça aussi la question aujourd'hui, c'est que on voit bien qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a quand même un consensus scientifique autour de la manière dont se transmet le virus. Écoutez, oui, dans la manière de gérer les choses, on voit bien qu'il n'y a pas d'accord. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. On est face à un virus qui est nouveau, dans lequel il y a des recherches qui se font. Écoutez ce qui se passe, par exemple, par rapport à la vaccination. Il y a ceux qui vont vous dire, oui, il faut aller très vite, d'autres qui vont dire, il faut être prudent. Et c'est normal. Il n'y a pas, on a une vision, on pense que la science, elle est unique, univoque. Voilà. Non, la science, elle est aussi objet de débat. Merci Xavier Breton. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Emmanuel Macron l'a annoncé, un Beauvau de la sécurité, une sorte de Grenelle, se tiendra à partir de janvier pour améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre. Un projet de réforme qui arrive en pleine polémique sur les violences policières. On voit ça juste après 911 de Rehab sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h33 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Xavier Breton, député Les Républicains, est toujours avec nous et ce jusqu'à 21h. Et si vous avez manqué le début de l'émission, pas de panique, elle sera disponible en audio sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un Beauvau de la sécurité du nom de la rue où est situé le ministère de l'Intérieur. Une sorte de discussion entre des policiers, des élus et des citoyens dont le but est d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre. Le projet débutera dès janvier alors que le projet de loi, lui, de sécurité globale, s'annonce difficile à faire adopter. Axel Rebaud. Xavier Breton, est-ce que ce Grenelle de la police, ça veut dire qu'on abandonne le projet de loi sécurité globale ? Ça veut dire que ça devient de plus en plus confus. On a les textes sur la sécurité qui se superposent les uns aux autres, avec des écritures, des réécritures, des suppressions, etc. Et là, on annonce, alors que manifestement, on voit bien qu'il y a un malaise très fort au sein des forces de police. On se rend compte que dans la société, il y a une interrogation aussi sur les modes de fonctionnement de la police. Et on voit des manifestations qui ont lieu tous les samedis, à l'issue desquelles 200 ou 300 casseurs s'en prennent au mobilier urbain, aux vitrines des commerces. Les Républicains étaient jusque-là des fervents défenseurs de la loi sécurité globale, du projet de loi ainsi que de l'article 24 malgré la controverse. Est-ce que c'était votre cas ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous continuez à défendre ce projet ? Non, moi j'étais au départ pour la proposition de loi qui avait été écrite par les deux collègues, dont Jean-Michel Fauvergue, parce qu'elle avait deux objets. C'était d'une part renforcer le pouvoir des polices municipales, et deuxièmement clarifier le rôle des sociétés de sécurité privées. Donc vous ne supportez pas le projet de loi de la majorité ? Ça allait bien. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un troisième chapitre qui est arrivé dans cette loi, qui concerne la police nationale, avec ce fameux article 24 qui touche à la loi sur la liberté de la presse, ce qui est pour moi complètement déséquilibré. Et puis il y a d'autres mesures qui m'interrogent beaucoup, c'est les mécanismes de reconnaissance faciale qui peuvent exister dans l'utilisation de drones ou de caméras. Personnellement, je suis contre tout mécanisme de reconnaissance faciale, je ne souhaite pas qu'on aille vers une société à la chinoise. Justement, quand le président lance ce Grenelle de la police, donc le Beauvau sur la sécurité, pour mieux protéger les gardiens de la paix, est-ce que ça veut pas dire, est-ce que c'est pas un aveu du gouvernement que finalement ce projet de loi de sécurité globale, c'était pas la solution pour protéger les policiers? Oui, on est tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, on est là en train de discuter au Parlement d'un texte qui à côté il va y avoir des discussions, donc on est dans la confusion totale alors qu'il y aurait besoin en ce moment de clarté sur les objectifs en termes de sécurité. En termes de sécurité des policiers ont interpellé des automobilistes hier devant plusieurs portes de Paris lors de contrôles routiers pour faire part du manque de considération dont ils se disent victimes. Vous comprenez, Xavier Breton, que ce que veulent les policiers finalement c'est pas forcément ce que proposait le gouvernement, donc pas forcément plus de drones, mais juste plus de moyens, plus de policiers? Oui. Moi, je comprends que pour les policiers, les forces de l'ordre, mais on pourrait aussi parler des gendarmes ou des sapeurs-pompiers, qui sont des forces de sécurité au sens large. Eh bien, c'est aujourd'hui très dur de ne pas se sentir
soutenu par la population. En fait, ça existe beaucoup dans nos territoires. Moi, je vois dans le département de l'Ain, où là, il y a un soutien qui s'exprime. En milieu urbain, c'est moins évident. Qu'est-ce qu'on doit faire donc pour renouer ce lien entre les Français et leur police? On doit remettre la police de proximité? On doit retrouver effectivement des formules. Alors pour moi, de proximité, il faut retrouver une continuité dans la sécurité entre police nationale, police municipale, sécurité privée et citoyens. Et c'est pas dire la sécurité, ce n'est que les forces de l'ordre qui doivent l'assumer. On doit tous se sentir effectivement en charge de la sécurité et pas simplement regarder faire les policiers. Comment on fait ça, Xavier Breton? C'est quoi les propositions concrètes des Républicains aujourd'hui? Les propositions concrètes, c'est pour ça le texte au départ allait bien, c'était le renforcement des polices municipales avec la possibilité d'armer à partir du moment où vous dites à des policiers municipaux d'aller sur le terrain la nuit, etc. L'armement va avec une formation, ça c'est important. C'est d'avoir des sociétés de sécurité privées qui soient mieux formées. Et parce qu'on se rend compte que de plus en plus on délègue aussi à des sociétés de sécurité privée, l'organisation, la bonne tenue d'événements comme des concerts, comme des organisations de soirées, de matchs, etc. Et donc là aussi ça ne s'improvise pas, il faut monter au niveau de ces sociétés privées. Et puis enfin au niveau des citoyens, c'est de sentir que la question de la sécurité on la partage tous et que ce n'est pas de la délation simplement que d'intervenir quand il y a un méfait qui est commis ou un délit, etc. C'est que la sécurité, ça doit tous nous concerner. Donc c'est une question de renforcement des pouvoirs en termes juridiques des polices municipales, en termes de moyens aussi par les communes, de clarification juridique pour les sociétés privées, et puis d'état de l'opinion, des mœurs au niveau des citoyens. Xavier Breton, vendredi, lors de son interview sur Brut, Emmanuel Macron a parlé pour la première fois depuis qu'il a été élu de violences policières. Il a aussi jugé insoutenable, ce sont ces mots, que des contrôles policiers ciblent davantage les jeunes dont la peau n'est pas blanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président qu'il y a un problème de contrôle au faciès dans la police? Le problème, c'est qu'il aille dire ça devant les syndicats de police et devant les policiers. Le problème du président, c'est qu'il est caméléon. En fonction de là où il est, il dit des choses. Bon. Justement, les syndicats de police, les deux principaux syndicats de police français, eux, ont été outrés. Ils ont appelé les policiers à ne plus contrôler. Justement. Bien sûr, est-ce qu'ils ont tort? On ne peut pas. Est-ce que les policiers ont tort, Xavier Breton? Non, ils ont raison de réagir. Encore une fois, ce n'est pas normal de vouloir monter les jeunes contre la police. Donc il n'y a pas de contrôle au faciès en France? Écoutez, s'il y en a, en tout cas, il faut les dénoncer et les punir. C'est ce que plusieurs associations font depuis des années. Chaque année, on a différents sondages, différentes études qui montrent que les personnes noires ou maghrébines sont parfois jusqu'à 20 fois plus les cibles des contrôles faciès. Mais après, encore une fois, si c'est complètement anormal, que ces associations portent plainte et que voilà. Mais on ne peut pas non plus. C'est pas aussi simple que ça. Si les policiers, si les gendarmes sont amenés à intervenir, c'est aussi par rapport à une réalité qui vivent. Et donc, eux, ils le font à partir des instructions qu'on leur donne. Ce n'est pas de leur propre fait. Et donc, c'est aussi à ceux qui sont responsables, et donc notamment au ministère de l'Intérieur, d'assumer les choix qui sont faits. S'ils donnent des instructions et qu'elles ne sont pas respectées, c'est à lui d'en tirer les conclusions. Merci Xavier Breton. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Ce qui sortira de la Convention citoyenne sur le climat sera soumis sans filtre au Parlement ou à un référendum. Cette phrase a été prononcée par le chef de l'État le 25 avril 2019. Depuis, un tirage au sort de 150 citoyens chargés de travailler sur des mesures concrètes liées à la transition climatique a été effectué. Aujourd'hui, pourtant, certaines propositions faites semblent être remises en cause. On revient sur les tensions autour de ce dossier et sur le principe de la Convention citoyenne avec Bastien Cochet. Xavier Breton, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a menti en expliquant que les propositions seraient transmises sans filtre aux députés? Je pense que la méthode n'était pas la bonne de confier à des citoyens en leur disant on vous confie les clés et puis ensuite de penser que le Parlement a été une chambre d'enregistrement. C'est contraire à la démocratie, voilà. Et donc, la démocratie comme elle est en France en tout cas. Ça peut être un processus démocratique qui est appliqué dans d'autres pays de faire participer ces citoyens comme ça. Tout à fait. Mais qu'il y ait des idées qui soient faites, mais après de dire on vous prévient, on prend les idées telles quelles, sauf 3 qui avaient été indiquées à l'époque. Et maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est qu'il y a eu, en tout cas, une tromperie sur la méthode de la part du président Macron. Vous parlez de ces 3 mesures qui ont été enlevées par Emmanuel Macron à l'époque. On avait la vitesse maximale à 110 km/h sur les autoroutes. On avait également le fait de réécrire la Constitution pour mettre la nature au premier plan. Vous auriez, vous, conservé ces propositions ?
Non, j'aurais pas, effectivement, ça me semblait de pas de bonne chose de vouloir, effectivement, dans la Constitution, d'une certaine manière, personnifier la nature. Je pense qu'elle est bien là où elle est. Et pour vous, c'est le principe de ne pas toucher à la Constitution française? Non, c'est simplement d'avoir une conception claire des choses et que l'homme a une vocation spécifique. Pour vous, la nature n'a pas à passer au premier plan? Je suis humaniste, on est dans la nature, on est lié à la nature, mais on fait une Constitution, elle est humaine, elle n'est pas par rapport à la nature. Il ne faut pas tout mélanger, voilà. Et donc il y a à ce moment des courants philosophiques qui sont sur l'animalisme, l'antispécisme, etc., qui visent à neutraliser l'homme au milieu de la nature en disant que l'homme n'a pas il n'y a pas de vision humaniste des choses, qui est de dire l'homme c'est... Pour vous, vous mettez en contradiction l'humanisme et le fait de vouloir protéger l'écologie? Non, je pense que l'écologie peut être humaniste, elle peut l'intégrer, mais je refuse une écologie où l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres. Mais alors, comment faire pour changer les choses, pour vraiment faire de l'écologie de façon profonde, à apporter des changements que la planète a dramatiquement besoin ces temps-ci, sans changer de paradigme et en gardant la même logique, celle d'une croissance infinie dans un monde fini? Vous avez raison, le changement de paradigme, il se fait au niveau économique. C'est notre système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui qui amène effectivement à une consommation des ressources, un épuisement des ressources, et que pour être écologiste, on ne peut pas continuer effectivement avec le système économique. Mais alors comment on fait quand on refuse de garder la taxe par exemple de 4% sur les dividendes? Ça aurait été une bonne chose pour changer un petit peu de paradigme économique et mettre un peu plus à contribution, par exemple, les grandes entreprises. Oui, mais je suis pas contre, personnellement. Personnellement, je suis pas contre. Pour vous, c'est la seule des trois mesures que vous auriez gardées? Des trois, oui, c'est sans aucun doute. Parce que sur les questions de vitesse, je pense qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la vitesse automobile dans nos territoires. Et on l'a bien vu avec tous les radars qui ont été saccagés, etc., où là aussi il y a un manque de confiance, où on rentre dans une logique de sécurité routière par la contrainte et on ne responsabilise pas. Vous comprenez ? Xavier Breton, pour en revenir sur le principe même de cette convention citoyenne, vous l'avez dit, est-ce que vous vous sentez un petit peu vexé, un petit peu mis à l'écart de votre rôle de député, qu'on demande à des citoyens tirés au sort de faire la loi ? Non, je pense que on l'a eu, par exemple, en matière de bioéthique, sujet que je travaille particulièrement, des états généraux de la bioéthique. Il y a un avis des citoyens qui nous éclaire, voilà. Là où on peut être vexé, c'est dire on va reprendre quasiment tel quel toutes les mesures, pour finalement ne pas le faire d'ailleurs à la fin. C'est là où il y avait le problème, c'est pas la faute des citoyens, c'est la faute... Mais alors quel intérêt de demander à des citoyens qui sont un petit peu en dehors de la sphère politique pour justement avoir peut-être de nouvelles idées un peu différentes et finalement les modifier pour qu'elles ressemblent un peu plus aux idées qu'on a généralement? Parce que ça nous permet de sortir du cercle des experts qui confisquent le débat d'un point de vue technique, et nous... ça nous permet de sortir du champ politique où des fois on se contraint trop par, on va dire, il y a l'Europe qui nous empêche de faire ceci, il y a le budget qui nous empêche de ça. Là, il y a des propositions qui effectivement peuvent un peu déménager entre guillemets. Et ça, les citoyens, c'est formidable là-dessus. Et donc, pour vous, le but en fait, c'est d'arriver à un entre-deux entre un petit peu la politique comme elle est faite traditionnellement et les idées qui sont peut-être un peu trop énergiques des citoyens. Si on veut aller vraiment vers la rupture et ne pas être dans l'entre-deux, à ce moment-là, il faut passer au niveau du référendum. Mais c'est pas 150 citoyens entre eux qui vont décider. Par exemple, un référendum d'initiative citoyenne, vous y seriez ouvert et peut-être un élargissement avec aussi moins de signatures nécessaires? Oui, je pense que le référendum, on l'utilise pas assez. Moi, j'étais pour qu'on fasse un référendum, par exemple, sur la privatisation des aéroports de Paris, parce que je pense que ça mérite un vrai débat, et que sur des sujets comme ceux-là, on devrait prendre le temps de dire, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Prenons des exemples en ce moment sur la reconnaissance faciale. On en parlait tout à l'heure. Je pense que ce serait intéressant d'avoir l'avis des gens. La 5G. On parle beaucoup de la 5G en disant c'est formidable, c'est un progrès, ou bien attention, il y a des dangers, etc. Est-ce qu'on peut prendre le temps du débat public dans notre pays sur des sujets comme ceux-là ? Est-ce que sur des sujets qui cristallisent peut-être autant de tensions, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une partie de la population soit un petit peu mal informée sur les sujets et ne s'hystérise pas autour de cela ? Par exemple, il y a une trentaine de citoyens qui vont être tirés au sort prochainement pour former un conseil citoyen, cette fois-ci sur la question des tests.
test contre le coronavirus. Vous pensez que c'est nécessaire ici d'avoir des citoyens plutôt que de laisser le choix aux politiques et bien sûr l'expertise des médecins et des scientifiques? Je pense que des échantillons citoyens qui sont formés et qui prennent le temps de réfléchir apportent beaucoup dans la décision. C'est pas eux de prendre la décision, mais l'éclairage qu'ils apportent est très bon. Et quand on veut s'adresser à l'ensemble de la population, le mécanisme de référendum qui est lourd, on va pas le faire sur tous les sujets. Oui, mais là on pourrait le faire vraiment sur des sujets. Vous mettez le point sur quelque chose d'important. Vous avez dit avec du temps, avec aussi le temps d'être informé sur les tests. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'avoir autant de circonvolutions? Non, sur les tests, on est d'accord qu'un échantillon réduit de quelques citoyens, c'est la bonne formule. On est bien d'accord. Simplement sur des sujets qui engagent à plus long terme, reconnaissance faciale, c'est typiquement un sujet. La 5G aussi. Là, on pourrait se donner 6 mois pour réfléchir et décider. Merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Demain, le projet de loi de lutte contre les séparatismes est présenté en Conseil des ministres. Que doit-on en attendre? On vous pose la question, Xavier Breton. Avant ça, c'est un titre de Revolver, Get Around Town sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Fréquence ESJ, Hits and Talk, il est 20h49 et on est ensemble jusqu'à 21h avec Xavier Breton, député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. On le disait, le projet de loi pour lutter contre le séparatisme entre en Conseil des ministres demain. Toutefois, face à certaines pressions, le gouvernement s'apprêterait à opérer un certain nombre de changements sur le texte, notamment sur l'obligation de la scolarisation dès 3 ans, Axel Rebaud. Xavier Breton, est-ce que le gouvernement recule pour lutter contre le séparatisme ? Oui, il recule effectivement, c'est en voulant interdire l'instruction en famille qui n'a aucun lien avec l'islamisme radical. Il n'y a aucune étude qui montre que les enfants qui ne vont pas à l'école entre 3 et 6 ans deviennent terroristes et islamistes. Donc c'était vraiment une mesure idéologique. Il n'y a aucun intérêt à empêcher du coup des parents à effectuer l'enseignement de leurs enfants à la maison. Tout à fait. Donc là-dessus, il recule parce que le Conseil d'État vient de dire il y a un problème constitutionnel. C'est un des principes fondamentaux du droit qui est la liberté d'instruction. Et en plus, le Conseil d'État dit l'étude d'impact ne montre rien, ne dit rien sur effectivement le lien entre l'instruction en famille et l'islamisme radical. Donc sur ce point, il y a un recul du gouvernement qui a des tendances trop souvent de vouloir restreindre les libertés sous des mauvais motifs. Je crois qu'il faut réagir et s'opposer à ça. Marine Le Pen regrette que le texte de loi ne vise pas spécifiquement l'islamisme. Le projet a beaucoup changé de nom. On parlait initialement du séparatisme, puis de la loi sur la laïcité. Maintenant, c'est le projet de loi confortant les principes républicains. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi, comme Marine Le Pen, vous regrettez que le gouvernement prenne des pincettes? Alors, moi, je ne souhaiterais pas qu'on indique comme ça l'islamisme pour le plaisir de dire on va montrer du doigt l'islamisme. Pourtant, dès le début, vous avez nommé l'islamisme. Mais tout à fait, je suis d'accord. Mais ce qui m'embête aujourd'hui dans le texte, c'est qu'on va mettre dans le même sac toutes les religions notamment. Et quand on va avoir des mesures qui vont concerner notamment des associations cultuelles, etc., eh bien, ces contraintes qu'on va faire, alors que le problème est dû à l'islamisme radical, ça va concerner toutes les religions. Alors, ce n'est pas uniquement les religions, c'est aussi des groupuscules qui peuvent être extrémistes, tout simplement comme l'extrême droite. Laetitia Avia, députée LREM, l'expliquait également sur Le Figaro. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est l'habillage, parce que, en fait, les logiques séparatistes, entre guillemets, des extrêmes politiques, parce qu'on pourrait parler de l'extrême gauche aussi, les extrêmes sont à gauche et à droite, ne sont pas les mêmes qu'une logique religieuse qui est derrière, fondamentaliste, comme il peut y avoir avec l'islamisme radical. Donc pour vous, Xavier Breton, ce texte doit viser uniquement l'islamisme radical? Il devrait... C'est quoi le problème aujourd'hui dans notre pays? C'est effectivement l'islamisme radical. Donc, il devrait effectivement s'attaquer à les formes d'islamisme radical, comme elles sont en train de s'exprimer. Mais attention, quand on dit islamisme radical, c'est pas tout l'islam, comme le sous-entend Marine Le Pen. C'est là où j'ai une différence. C'est-à-dire, moi, le but, c'est pas de nommer les choses pour mettre le feu, etc. C'est simplement dire, c'est quoi aujourd'hui le problème? Le problème, c'est qu'il y a, par exemple, des écoles coraniques qui retirent de toutes les valeurs de la République certains jeunes. Eh bien, ça, on doit le combattre. Voilà. Et si c'était une autre religion, je dirais la même chose. Parce que, simplement, voilà. Mais d'un autre côté... Aujourd'hui, Xavier Breton, concrètement, c'est quoi vos propositions à vous et au Parti des Républicains pour combattre, du coup, ce séparatisme? Pour moi, la première condition, c'est la volonté. Et je ne suis pas sûr qu'il faille toujours des nouveaux textes. On est en train d'empiler les textes. Comment ça se traduit dans un texte de loi, ça, Xavier Breton? C'est justement, arrêtons de faire les lois et appliquons-les.
Le problème, c'est qu'on a déjà aujourd'hui tous les instruments pour faire respecter. Alors aujourd'hui, on entend le ministre de l'Intérieur qui se vante, qui dit « j'ai fermé 86 mosquées ». Tant mieux. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Il n'y a pas eu besoin de loi pour le faire. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Donc, on voit bien qu'il y a une volonté. On voit bien qu'il y a un déficit de volonté qui, pour être exact, qui date depuis plusieurs années. Ce n'est pas dû qu'à ce gouvernement. Il faut donc, vous dites, Xavier Breton, qu'en fait, tous les instruments juridiques dont on a besoin pour combattre ce séparatisme islamiste, on les a déjà. Globalement, oui. Donc ça veut dire que ce projet de loi pour conforter les principes républicains, selon vous, en fait, on n'en a pas besoin. Moi, personnellement, je pense que ça va être plus sujet à polémique et à nous occuper au lieu d'agir concrètement pour effectivement rétablir la sécurité sur notre pays. Parce que Othman Nasrallah, donc le leader de l'opposition de droite à Trappes, lui appelle au contraire à muscler ce texte de loi. Il considère qu'il n'est pas suffisant. Il appelle également à créer un délit de clientélisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense qu'il faut faire attention à la surenchère. Actuellement, notre pays est confronté à des graves crises, une crise sanitaire, une crise économique, une crise en termes de sécurité. Il y a aussi une crise au niveau des libertés. Nos libertés n'ont jamais été autant attaquées qu'aujourd'hui. Regardez la loi dite Avia qui visait à la répression des propos haineux sur Internet, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que ça touchait la liberté d'expression. Regardez la liberté de culte et de conscience que le Conseil d'État a défendue face aux règles qui étaient imposées. Justement, Xavier Breton, vous parlez de la censure en ligne. Oui. Le projet de loi confortant les principes républicains prévoit également de combattre la haine en ligne. Est-ce que vous avez peur, justement, que on voit sur le net une censure s'opérer ? Oui, j'ai peur parce que je suis pour la liberté d'expression et qu'aujourd'hui, il y a déjà suffisamment d'instruments juridiques qui pénalisent les propos qui visent effectivement à des violences, etc., qu'il n'y en a pas besoin d'en rajouter. Appliquons déjà les textes, ça sera déjà bien suffisant, plutôt que de créer à nouveau de nouveaux délits, etc., et qu'on n'arrivera pas ensuite à faire appliquer. Je pense que nos concitoyens n'ont plus confiance dans la politique parce qu'ils entendent des discours, des grands effets de manche, et ensuite ils ne voient pas concrètement le changement. Voilà. Et donc, occupons-nous à appliquer, à mettre en œuvre ce qui est déjà prévu, ça sera déjà bien, et plutôt que d'être constamment dans une surenchère législative qui nous mène vers des impasses, et puis avec des dangers en termes de sécurité, parce qu'encore une fois, un régime plus autoritaire, déjà aujourd'hui je pense qu'il y a des tentations autoritaires dans le gouvernement actuel, mais un régime encore plus autoritaire pourra en faire un usage dangereux pour nos libertés. Merci Xavier Breton. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Xavier Breton, on fait le tour de l'actualité à venir cette semaine. Dans une minute, juste avant, on a sélectionné une question d'un auditeur. Alors on l'a appris tout à l'heure et on en parlait en ce début d'émission. Le parquet national financier a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes de Paul Bismuth. Donc l'ancien président de la République est jugé pour corruption active et trafic d'influence. Et Karim vous demande, est-ce que si Nicolas Sarkozy est condamné, cela enterrera définitivement son retour chez les Républicains? Chez les Républicains, on est un parti politique et un parti politique qui a vocation à être ouvert à tout le monde. Hein, et donc voilà. Après, je pense que ça effectivement compliquerait très largement un retour politique de Nicolas Sarkozy pour être candidat. Vous seriez prêt à l'accueillir chez les Républicains? Moi, je suis les Républicains, mais je n'ai aucune exclusive. Aucune exclusive. Encore une fois, voilà. Après, ça ne veut pas dire être président des Républicains. Être adhérent, il l'est, et puis voilà, j'ai aucun souci. Mais on ne va pas demander le casier judiciaire à tous ceux qui sont membres d'un parti politique. Mais il ne pourra plus avoir de fonctions. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'en a pas, des fonctions. La seule chose qui se poserait pour Nicolas Sarkozy, c'est pas d'être président des Républicains, d'adhérents, c'est pas ça la question. La question, c'est de dire, est-ce qu'il pourrait effectivement être candidat à une élection? Et c'est sûr qu'une condamnation poserait un sérieux problème pour qu'il puisse être candidat à une échéance électorale. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Jeudi, un sommet européen des chefs d'État se tiendra à Bruxelles. Il est consacré notamment au blocage du plan de relance européen, un plan de 750 milliards d'euros qui doit aider les États membres à faire face à la crise du Covid-19 notamment. Mais la Hongrie et la Pologne s'y opposent pour obtenir la suppression d'un nouveau mécanisme qui pourrait les priver, eux, de fonds européens. Xavier Breton, ce plan de relance, il est indispensable avec la crise économique qui arrive. Est-ce qu'il faut céder aux pressions de la Hongrie et de la Pologne ou bien les obliger à enlever leur veto? Moi, je pense qu'il y a eu des grands effets de manche là-dessus, des grands effets d'annonce sur ce plan, alors qui a été présenté comme une grande réussite, alors que dès le début, on savait que tout ça était très, très, très fragile. Premier point. Le deuxième point,
c'est qu'on arrête de considérer les autres États comme des petits-enfants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Eh ben, moi je pense que arrêtons de vouloir mettre des conditions de conduite de politique intérieure à ces pays, parce qu'encore une fois, on n'a pas de leçons à donner en ce moment en termes de respect des libertés et de la justice sociale dans notre pays. Alors simplement en 2 mots, demain c'est un jour de deuil national pour rendre hommage à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. En 2 mots, Xavier Breton, qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, Valéry Giscard d'Estaing ? Pour moi, c'est affectif d'abord. C'est ma première campagne électorale en 1974. Alors pour vous, ça paraît loin, mais pour moi, j'avais 12 ans et c'était mes premières affiches électorales. Et donc, ça a été une grande intelligence au service de notre pays. Et puis, je pense que c'était vraiment la construction européenne qui l'animait. Il a toujours eu cette vision et cette ambition pour notre pays. Et donc, il avait un message très fort à ce niveau-là. Merci Xavier Breton. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir réagi tout au long de l'émission. Merci Xavier Breton d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la première circonscription de l'Ain. Demain, en direct de 20h à 21h, c'est Storytelling, votre émission de divertissement présentée par Bastien Cochet. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ pour ne rien manquer de notre actualité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine de 20h à 21h. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.